Je pourrais arriver à la retraite avec la paix dans la tête, sans aucune accusation, comme l'homme normal que je parais. Dans un livre que j'ai lu dans le pays de ma naissance, j'ai lu une histoire orientale qui dit qu'un homme est parti de la maison sans explication à ses enfants et sa femme. Il n'a dit qu'un mot, je veux trouver le bonheur. Il l'a cherché partout, sous les montagnes, dans la mer, dans le ciel, au fond des villes et au milieu des champs. Pour rien, il n'a rien trouvé. Au moment de mourir, il voit un ange. Il demande, « Tu peux me le dire maintenant, où est caché le bonheur ?» Et l'ange lui répond, « Dans ton cœur, c'est pour ça que tu ne l'as pas trouvé. » Vous voyez, mon cher psychiatre traducteur commissaire, si le bonheur est caché dans l'homme sans la preuve de son existence, pourquoi ne serait-il pas la même chose avec l'horreur ? Tout le monde est heureux, mais moi je sais que dans mon cœur se cache un secret terrible. Paranoïaque, mythomane, amnésique, sadique, ces mots se disent la même chose dans les deux langues, parce que ma langue est d'origine latine, comme le français. Nos racines sont communes, cher psychiatre, traducteur, commissaire. Il faut que nous nous comprenions. Mais je ne parlerai pas plus aujourd'hui. La journée de travail a été très compliquée parce que mon collègue est malade et un client a téléphoné. Heureusement qu'il était français, j'ai pu sortir 2 mots. Avec un anglais ou un allemand, j'aurais été muet. J'ai parlé 5 minutes en français avec lui, donc je n'écris que 5 minutes maintenant. 10 minutes est le maximum que j'accorde à cette saloperie de langue française. J'ai stoppé la voiture. Je regarde par la fenêtre. Le monde est calme. Le monde est lisse. Mes yeux dans le rétroviseur sont calmes et lisses aussi. Depuis tant d'années, j'ai appris à paraître calme et lisse. Si je pouvais m'oublier, il n'y aurait plus aucun problème. Je vivrais en harmonie. J'ai échappé à un régime dictatorial. J'ai amené mes enfants dans un pays libre. J'ai trouvé du travail. J'ai un salaire honnête. Comme a dit ma femme, lorsque nous avons passé la frontière, nous voici arrivés de l'autre côté du monde. Je devrais être le plus heureux des hommes, mais non. Dans mon cœur, je ne trouve qu'une terreur. Moitié-moitié. 30 ans dans le pays de ma naissance, 30 ans dans mon pays d'adoption. Ma vie se regarde dans un miroir. J'ai commencé à pleurer. Mais je me cache les yeux. Même si je suis seul sur le chemin où j'ai parqué la Peugeot, je ne veux pas qu'il y ait une preuve dans le monde. Les pensées sont les pensées, le monde n'a pas besoin de savoir. Je regarde mes yeux dans le rétroviseur. Les yeux reflètent l'âme, dit-on dans toutes les langues, je crois. Mais comme je ne sais pas ce que j'ai en moi, je ne sais pas quels yeux me regardent dans le rétroviseur. Ceux d'un paranoïaque ? Ceux d'un mythomane ? D'un amnésique ou d'un sadique ? Peut-être une combinaison des 4 ? Qui sait ? Qui me connaît ? Je dois commencer et terminer cette enquête. Essayons de me dire un peu. Je sens une palpitation, un nœud, un poids. Vous savez, le mot quand vous êtes sur une montagne et que vous regardez en bas. C'est un goût de citron sur la langue d'un bébé. C'est un couteau qui fait la taupe. C'est une antilope dans le ventre du crocodile. Ah mon Dieu, qu'il existe peu de mots dans le monde. 3-4 mots, 2-3 métaphores, et c'est fini. Même dans ma langue. Je ne trouve les mots ni en français ni dans ma langue de naissance. La langue qui est en moi. J'ai peur, j'ai un peu peur, j'ai très peur, j'ai assez peur. Comme les langues sont vides. Je me rappelle quand j'étais petit que je regardais ma mère qui faisait la soupe dans un grand chaudron sur un feu de bois. Avec, vous savez, le mot qui n'est ni un couteau ni une fourchette. Alors, avec ce mot, elle mélangeait lentement la soupe. Ce qui était dans le fond remontait à la surface, et ce qui était dessus allait au fond. Elle répétait ce geste des heures et des heures dans ma mémoire. Eh bien maintenant, je comprends que ce qui se passe en nous, c'est comme cette soupe. Une soupe grasse de sentiments. On jette un nom dans la soupe, mais il coule immédiatement. On jette encore un mot, mais lui aussi il se noie. On peut jeter 1000 mots différents en nous,
Je pourrais jeter les 1000 mots français que je connais, avec le risque de devenir muet, ça ne changerait rien. Je ne pourrais toujours pas nommer tous les sentiments qui bouillonnent en moi. Cher psychiatre, traducteur, commissaire. Vous voyez, les choses se compliquent. Excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser, qui m'a mangé toute la journée. Je ne veux pas vous déstabiliser, ni me disculper avec rien, mais j'aimerais savoir combien de crimes existent entre les mots. Par exemple, un homme fait quelque chose d'horrible, quelque part, sans témoin. Le deuxième jour, vient un inspecteur de la police et il cherche des preuves. Quand il a assez de preuves, l'enquête est terminée, et un producteur traduit le criminel en justice. Pour la traduction, il dispose de quoi ? 10, 11 mots ? Homicide volontaire, homicide non volontaire, viol, inceste, chantage, vol, vol à main armée, corruption, complicité, crime de guerre, crime contre l'humanité. Oui, et bien sûr, toutes les combinaisons possibles. Viol incestueux, complicité de corruption à main armée, homicide volontairement involontaire dans une affaire d'humanité, homicide involontaire dans une guerre contre l'humanité, l'infinité des possibilités humaines à faire le mal réduit à 10 ou 11 mots. C'est la traduction la plus pauvre que j'ai jamais vue. Tous les crimes ne seront-ils pas indicibles ? Je vous laisse penser. Peut-être que je me trompe de langue. Peut-être que tout ce que je vous dis, je devrais le dire en anglais. Toute la Terre parle anglais. C'est bien devenu la langue universelle. Peut-être que si vous et moi parlions exactement la même langue, tout serait commode. Mais je ne sais pas l'anglais. Je ne dispose que d'une petite langue parlée par seulement 25 millions d'hommes sur Terre et de 1000 mots de français. Et je refuse d'apprendre une nouvelle langue. Je suis trop vieux pour ça. En plus, l'anglais est trop impossible. Mon père me disait que parler anglais est comme avoir une pomme de terre chaude dans la bouche. Une langue de chuchotement. Comme si les Anglais avaient un secret à se transmettre. Et même si nous parlions tous les deux anglais, même si nous connaissions tous les deux les mêmes mots, les mêmes expressions, même si nous avions la même culture, qu'est-ce que ça changerait pour ce que j'ai à vous dire ? J'aurais de nouveau en moi 3, 4 mots et rien de plus. Nous reviendrions au même point. De ma langue de naissance, dans laquelle je ne trouve aucun mot adéquat, je traduirais en anglais, qui est tout aussi vide. D'un vide, j'irais dans un autre. Tous les hommes qui parlent anglais parlent dans le vide. Peut-être que c'est pour ça que Dieu ne nous a pas condamnés encore une fois. Avec une langue vide, on ne peut rien construire de grand. Dieu n'est pas offensé avec cette langue universelle. J'ai fumé une cigarette. Avoir 10 minutes pour fumer une cigarette est une liberté de condamner à mort, je sais. Mais ça ne fait rien. Et j'ai eu le temps de bien penser. Demain, j'ai quelque chose à vous dire. En conduisant la voiture, j'ai remarqué quelque chose pour l'optimiste de ma blague. Tous les chemins et tous les voyages que pourrait faire un conducteur se traduisent par 3 mots dans la langue de la voiture. Freiner, accélérer, débrayer. 3 verbes qui vous emmènent dans le monde entier. Ma Peugeot est presque aussi idiote qu'un ordinateur qui parle avec des 1 et des 0. Au moins, ma voiture a 3 termes de discussion. Bravo. J'essaie de m'imaginer une voiture qui parle avec une autre voiture. Une langue simple. Une langue qui ne fasse aucune différence entre un chemin dans la neige et une piste dans le désert. Une langue conduite par n'importe quel conducteur de n'importe quel pays. Une langue qui peut se promener sur les 5 continents sans être bloquée avec aucun problème de traduction. Une langue qui a marché sur la Lune, dans une Jeep spéciale, conduite par un astronaute américain qui disait des bêtises à la radio dans son anglais idiot. Une langue qui a été dans un silence cosmique. Une langue qui a regardé la Terre, et ça lui a donné envie de rire, quand elle a entendu notre agitation verbale. Une langue qui décrit un monde fait de 3 opérations, freiner, accélérer, débrayer. Un monde simple, avec une langue simple, dans lequel le crime n'aurait nulle part où se cacher. Bon, allons à la maison. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai 63 ans. Vous voyez, ma tête ne marche plus.
je dois essayer de marcher en moi. Soyons logiques. S'il s'est passé quelque chose sans que je ne me rappelle de rien, eh bien, il y a seulement deux possibilités. La première, c'est que j'ai été trop petit. La deuxième, c'est que j'ai oublié la tragédie. Mais comment se rappeler aujourd'hui ces années? À mon âge, qu'est-ce que je sais encore de mon enfance? De ma scolarité, de mes joies, de mes cruautés, de chaque camarade, de nos méchancetés. Ma mémoire est pleine de trous, je n'ai que du brouillard au front. Hier, je me suis découragé trop vite. Les souvenirs de mon enfance sont presque morts, d'accord. Mais quand j'avais 10 ans, ils étaient encore en vie. Et s'il s'était passé des choses graves, je n'aurais rien oublié. Le fait que je ne me rappelle de rien d'horrible maintenant veut dire que rien d'horrible ne s'est passé. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose de mes toutes premières années. Vous êtes psychiatre. Vous savez mieux que moi que de 1 à 4 ans, l'homme a un vide dans la mémoire, qui est rempli très partiellement avec ce que les parents lui disent après. Quand tu étais petit, tu as été un bébé comme ci et comme ça. Tu faisais comme ci et comme ça. C'est-à-dire qu'ils remplissent les premières années de l'homme avec des souvenirs qu'il ne se rappelle pas. Mon père m'a dit que quand j'ai eu un frère à la maison, je suis devenu très jaloux. Je ne supportais pas de ne plus être le centre. La première chose que j'ai essayé de faire quand je suis resté 1 minute seul avec mon frère, ça a été de le tuer. Avec un coussin que je tenais avec toute ma force de petit jaloux sur mon visage. Les parents sont venus à la dernière seconde. Cette histoire est la seule histoire grave qu'ils m'ont dit sur ma vie de 0 à 4 ans. Peut-être qu'ils m'en ont caché une autre, beaucoup plus grave. Peut-être que j'ai eu un deuxième frère, qui n'a pas eu la chance du premier. Un petit frère, qui est resté 1 minute entière avec moi, qui est devenu violet sous mon coussin, qui n'a plus bougé, qui a regardé mes yeux avec ses yeux de bébé mort quand j'ai levé le coussin, qui est tombé sur le sol comme une poupée sans propriétaire, que j'ai essayé de cacher sous le canapé, qui a fait crier d'horreur mes parents quand ils ont découvert la tragédie, et qui est maintenant dans un trou, quelque part, dans le pays de ma naissance. Mais ça ne me vient pas à le croire. Mes parents, quand ils évoquaient l'épisode du coussin avec moi, riaient sans arrière-pensée, preuve que ce souvenir n'était pas attaché avec quelque chose de tragique dans leur mémoire. Mais le reste de mes 4 ans sans souvenir, comment chercher dans ce qui est perdu? Mes parents sont partis avec mes secrets. Bon, ne soyons pas impossibles, il existe encore la deuxième possibilité. S'il s'est passé quelque chose et que je me rappelle de rien, ça veut dire que ça s'est passé quand j'étais saoul comme un bois. Ma chance dans ce cas est que je n'ai presque jamais été saoul dans ma vie. Je peux compter les fois sur les doigts d'une seule main. J'ai été saoul quand j'ai réussi le baccalauréat. La deuxième fois, c'est après la mort de mon père. Et la troisième fois, ça a été dans une vacance, au camping, avec ma femme, dans le pays où nous sommes maintenant. 3 nuits sans mémoire. Dès demain, je marche en elle. La première nuit après le baccalauréat, j'ai été avec un ami dans un parc de la ville. Nous nous sommes installés au bord d'un petit lac et nous avons bu. Bière, vin et je ne me rappelle plus quoi. Mais à 5 heures du matin, je me suis réveillé absolument seul. Oui, enfin pas tout à fait seul. À côté de moi, il y avait le mot « Dichio », écrit par une main non connue sur une moitié de journal. Dichio ne veut rien dire dans ma langue de naissance. Mon ami a ri avec des larmes quand je lui ai dit mon histoire. Mais il n'a jamais pu m'expliquer ma nuit. Il m'a dit que vers 2 heures du matin sont apparues 2 filles et qu'il est parti avec une à la maison vers 3 heures. Mon ami croyait que moi aussi je partais avec la mienne. Mais moi je ne sais plus rien. Les 2 filles, plus personne ne les a revues après. Je n'ai jamais pu savoir quelque chose sur ce vide de 2 heures. Peut-être que la fille n'avait aucune envie d'aller chez moi. On est resté dans le parc, parler de je ne sais quoi, peut-être que la fille s'appelle Dichio, une étrangère. Après 5 minutes, elle en a eu assez de moi. Elle a écrit son nom sur un morceau de journal. Elle voulait que je la rappelle si un jour j'étais moins saoul.
Ou autre chose. Marchant vers la maison, la fille a vu par hasard une de ses amies, dans une voiture. Et qu'avec elle, nous n'avons plus été chez moi, mais dans un autre lieu, avec d'autres étudiants, qui fêtaient leur baccalauréat. Là-bas, j'ai fait des choses que j'ai oubliées. J'ai rencontré des dizaines d'étudiants. Une d'entre elles s'appelait Dichio, une étudiante étrangère. Elle m'a écrit son nom parce qu'elle m'a vu si souple qu'elle a compris, et qu'elle a compris que je ne me rappellerai de rien le deuxième jour. Et après, Dichio m'a pris dans sa voiture. Dichio voulait m'emmener chez elle. Mais moi j'ai dit non, je veux rester avec mon ami, parce que j'avais oublié que mon ami était parti avec une fille. Donc Dichio a obéi et m'a laissé dans le parc avec son nom près de moi. Ou autre chose. J'ai fait une chose horrible dans un lieu noir de la fête. Après avoir fait ce que j'ai fait, j'ai rencontré Dichio. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être normal, pour que Dichio ne voie pas que mes mains sont encore mouillées par du sang. Ça a marché. Dichio m'a trouvé sympathique. Le téléphone a sonné. Elle m'a même écrit son nom. Après, dans une crise de lucidité, j'ai couru lentement jusqu'au parc pour disculper le monstre qui est en moi. Le deuxième jour, j'ai tout oublié, le crime et la disculpation. Ou autre chose. Toutes les hypothèses que je me fais maintenant, je ne me les suis pas faites à l'époque. À l'époque, j'ai jeté le mot et le mystère à la poubelle. Je sentais que je ne faisais pas une bonne chose. Mais j'étais jeune et je croyais que le sentiment d'horreur que j'avais en moi s'en irait avec les années. Je me trompais. Comme vous le voyez, cher psychiatre, traducteur, commissaire, ce n'est pas assez que j'ai été sans mémoire, il me fallait encore un mystère impossible. Ça aurait été trop simple d'avoir été sourd et de me réveiller en me demandant quelles horreurs j'ai pu faire. Il me fallait encore un mot qui n'a aucun sens. Peut-être qu'un traducteur comme vous pourrait savoir dans quelle langue du monde Dichio a un sens. En tout cas, je vous pose la question. Quand vous ne savez ni quoi, ni pourquoi, ni comment faites-vous dans votre métier ? Je marche dans ma deuxième nuit. Après que j'ai vu mon père dans un trou, j'ai dit au revoir à tout le monde et j'ai couru lentement chez moi pour m'enterrer. J'étais encore le mari de personne et le père de personne. Le sentiment de tristesse sans nom m'était si insupportable que je me suis jeté sur le vin et les somnifères. Vin et somnifères sans aucune mesure. J'ai vécu une nuit sans moi. Le deuxième jour, je suis descendu au kiosque avec ma tête d'homme sans père et j'ai acheté mon premier paquet de cigarettes. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième jour, j'ai reçu une lettre composée d'un seul mot. Dichio. Au milieu d'une feuille vide. La lettre était écrite par une main qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas pu dire si l'écriture était la mienne, était la même que celle de la première nuit sans mémoire. Et elle n'avait aucune signature. L'adresse était mon adresse, ça n'a eu aucune suite. En tout cas, tout ce que je peux comprendre est que quand j'ai vécu sans moi, je ne suis pas resté sans voir personne. Peut-être que j'ai été au bistrot. Peut-être que chaque fois que je suis saoul, je parle de ma vie à tout le monde. Peut-être que chaque fois que je suis saoul, je parle de mon sentiment d'horreur caché en moi. Peut-être que chaque fois que je suis saoul, je pose la même question. Peut-être que Dichio est une réponse simple à une question compliquée. Peut-être que tout le monde connaît la réponse. Peut-être que je suis une exception maudite. Ou autre chose. Quand je suis saoul, je ressemble à une célébrité qui s'appelle Dichio. Un acteur stupide que je ne connais pas parce que je n'aime pas le théâtre. Dichio est un acteur qui apparaît sur scène toujours saoul comme un bois, qui a fait de cet état sa carte de visite, sa seconde nature. Et les gens me disent « Hé, arrête de faire ton Dichio !» Ou autre chose. Je n'ai parlé avec personne. Je suis sorti dans la rue et dans une crise de tristesse, j'ai voulu me venger sur quelqu'un. Le premier innocent venu. Je me suis jeté sur lui, j'ai couru lentement avec lui dans un lieu noir et j'ai frappé le plus fort que ma main pouvait. Dichio est le dernier mot qu'a dit la personne que j'ai tuée. Exactement le même mot qu'a dit la personne que j'ai tuée pendant la nuit de mon baccalauréat.
Parce que quand je suis sous, je ressemble comme 2 gouttes de pluie à Dishio, et se faire tuer par un acteur célèbre, c'est incroyable. Et à chaque fois, une autre personne m'a vu et a entendu le mot. À chaque fois, le témoin m'a écrit le mot pour me faire peur et après, commencer un chantage. Mais ma chance aura été qu'à chaque fois, un camion aura écrasé le maître chanteur et le chantage s'est stoppé sans avoir réellement commencé. Ou autre chose. Le vin dissout le fond de ma mémoire. Il fait monter à la surface un fossile fossilisé en moi depuis des années. Dishio serait un souvenir à moi, du temps où j'avais encore entre 0 et 4 ans. Un mot dit par quelqu'un devant ma face de bébé. Un mot dit par un adulte en train de faire une chose horrible devant mes yeux et croyant que je serais trop petit pour me rappeler de quelque chose après. Un mot déformé dans ma bouche de bébé qui ne pouvait pas articuler encore correctement. Dishio est un mot d'adulte traduit par moi dans la langue des bébés. Et à chaque fois que le mot est remonté en moi, je l'ai écrit moi-même pour que le deuxième jour, il ne soit plus un souvenir perdu. Dishio est ma propre écriture, mais je ne la reconnais pas. Quand je suis trop sous, je ne suis plus avec moi, et c'est comme si ma main changeait de propriétaire. Ou autre chose. Dishio est un cri. Le dernier cri qu'a réussi à sortir le deuxième frère. Celui que j'ai tué sous un coussin. Un cri de bébé mourant qui, à travers le filtre du coussin, s'est transformé en une sorte de mot à mes oreilles. Ou autre chose, Dishio est un lieu, un nom de ville quelque part dans le monde. À chaque fois, j'ai rencontré une femme qui voulait aller à Dishio avec moi. La première fois, parce qu'elle m'a vu si joyeux, et elle sait qu'à Dishio, les hommes sont joyeux. La deuxième fois, parce qu'elle a eu de la pitié pour moi. Et elle sait qu'à Dishio, les hommes peuvent retrouver un sens dans leur vie. À chaque fois que j'ai été sans moi, j'ai rencontré une femme prête à aller le deuxième jour à Dishio, refaire sa vie avec moi. Elle a dit « Au revoir mon amour ». J'ai dit « Par la première, je viens le plus vite possible à Dishio ». Et à chaque fois, je me suis réveillé avec un mot de sa part, comme un rappel du cœur, une confirmation, une invitation définitive à aller vivre avec elle à Dishio. Où est ce Dishio où toutes les femmes veulent me prendre? Où tous les hommes joyeux ou tristes se sentent bien de la même façon? Si j'écoute la consonance, il y a beaucoup de possibilités. Portugal, Espagne, Afrique, Amérique du Sud. Qui sait? Qui connaît? Dishio est un lieu perdu dans ma mémoire et dans le regret de 2 femmes de ne pas me voir venir après des années et des années. J'espère que ça vous amuse. J'espère que vous riez avec des larmes. Mes moments sans moi sont comme des romans policiers de gare. Sans le vouloir, sans rien faire, ma vie est un mystère de psychiatre, traducteur, commissaire. Ma vie est faite pour vous. La 3e fois que j'ai été sous, j'étais avec ma femme au camping. Il y a 22 ans de ça. Nous faisions du camping et de la plage où tout le monde fait du camping et de la plage dans notre ville. Peut-être vous aussi, vous avez une vacance à cet endroit. Ma femme avait acheté 2 bouteilles d'alcool. Et vers 10 heures du soir, nous avons commencé à boire ensemble. Nous nous sommes réveillés le 2e jour avec une tête en bois, mais avec des douleurs agréables aux muscles du ventre. Preuve que nous avions ri avec des larmes toute la nuit. Quand j'ai été prêt à aller à la plage pour me baigner, j'ai trouvé le mot Dishio écrit sur la semelle de ma chaussure gauche. Bien sûr, je l'ai caché des yeux de ma femme. Encore une fois, je n'ai pas pu dire si l'écriture était la mienne, si elle était la même que la première ou que la 2e nuit. Un mot écrit sur une semelle sale avec des formes géométriques profilées, avec des cailloux plantés. Comment le comparer avec un mot écrit il y a tellement d'années? Peut-être qu'au milieu de la nuit, je suis sorti de la tente pour faire pipi. J'ai rencontré une femme, j'ai commencé à parler, de rien, de tout.
Sous comme j'étais, le mot d'ischio m'est revenu dans la tête. D'un coup, je me suis rappelé les femmes qui m'avaient attendu dans cette ville perdue dans le monde. Maintenant, il était trop tard pour quoi que ce soit. J'étais un mari et un père. Sous les yeux de cette pauvre femme, j'ai commencé à pleurer en plein camping, à crier contre ma propre mémoire si incapable de retenir une chose d'une telle importance. J'ai battu le poing dans le sol. Pour me punir, j'ai écrit d'ischio sur la première surface lisse que j'ai trouvée dans la nuit. Mais le deuxième jour, j'ai oublié le souvenir et la punition. Et de nouveau, d'ischio s'est enfoncé au fond de moi. Ou autre chose. Je suis sorti de la tente pour trouver une autre bouteille d'alcool. Mais sous comme j'étais, je n'ai pas pu trouver quelque chose, ni retrouver le chemin du retour. J'ai cherché des heures et des heures. Je me suis senti comme mes parents m'ont dit que j'étais quand j'étais un bébé qui hurlait après sa mère, parti de la maison pour 1 heure. Un bébé qui avait quelque part dans sa tête le souvenir d'une chose grave qu'il avait vue. Un bébé avec le mot d'ischio en lui. J'ai commencé à courir dans toutes les directions, complètement paniqué. J'ai écrit d'ischio partout dans le camping, sur les arbres, sur les voitures, aux toilettes et sur ma semelle. Sans savoir comment, je me suis trouvé d'un coup devant ma tente. Je suis entré et j'ai oublié. L'idée me vient seulement maintenant. À l'époque, je n'ai pas vérifié si le mot d'ischio couvrait le camping. Je pourrais vérifier maintenant si d'ischio est encore écrit aux toilettes du camping de notre ville. Mais après 22 ans, je suis très sûr qu'elles ont été repeintes au moins une fois. Ou autre chose. Je suis sorti de la tente et j'ai pris la voiture. J'ai été l'alcool c'est où. Je me suis stoppé, l'alcool c'est où, et j'ai fait l'alcool c'est quoi. Et j'ai écrit d'ischio sur ma semelle parce que l'alcool c'est quoi. 4 ans moins 1 minute connue, plus 2 heures, plus 2 nuits de 10 heures chacune. Total, 4 ans, 21 heures et 59 minutes sans mémoire. Mais comment faire maintenant ? S'il y a eu un crime pendant ce temps, et s'il s'est passé dans le pays de ma naissance, alors il m'échappe pour toujours, parce que je suis réfugié politique, et je n'ai plus le droit d'aller dans mon pays, même pour une petite vérification de routine. Et d'un autre côté, s'il y a eu un crime, et s'il s'est passé dans le pays où je vis maintenant, comment pourrais-je aller sur place ? Je suis une île de 200 mètres de rayon, souvenez-vous, avec une petite Peugeot au milieu comme un palmier. Comme vous le voyez, cher psychiatre, traducteur, commissaire, il se pourrait que j'ai aussi besoin de vos muscles. Seulement sur votre dos, j'arriverai sur le lieu du crime. J'ai pensé. Tout le monde fait des crimes dans sa vie. Pas des crimes grands et évidents, mais des petites merdes sales. Un jour, vous êtes un peu lâche. Un autre, vous avez de la cruauté dans une réponse. Un autre, vous êtes un petit monstre d'égoïsme. Les occasions ne manquent pas. Mais personne ne peut vous mettre dans une prison pour des petites merdes sales. Peut-être que ma terreur sans nom, ce sont des calendriers entiers de jours contenant une honte. À partir du jour de la naissance, on avale tous quelques jours très sales. Mais chez moi, ça se transforme en terreur. Je n'ai pas été assez attentif à mes hontes. Je n'ai pas été assez attentif à mes jours. Mais j'espère de tout mon cœur que les choses ne sont pas comme ça. Je préfère être un criminel clair, grand, visible et tangible. Et non un petit monstre du quotidien. On peut encore rêver de trouver une fourmi dans une meule de foin, mais on ne peut plus rêver de trouver une merde de fourmi dans une meule de foin. Il m'est apparu un problème. Mes 2 enfants sont venus hier manger à la maison. Après le repas, nous avons discuté d'idiotie. La place de la culture dans la démocratie. Le rôle de la littérature dans les siècles. Des discussions de salon de massage, comme on dit dans le pays de ma naissance. Le plus petit, celui qui est pharmacien, a sorti de sa mallette un livre qu'il venait d'acheter. Un Dostoïevski dans une nouvelle collection. Il paraît qu'un Français a décidé de retraduire en entier Dostoïevski. Parce que la traduction d'il y a un siècle est très mauvaise. Rempli de bonnes manières et d'élégance à la française. Exactement ce que ne voulait pas Dostoïevski.
Son écriture russe est brutale, folle, bouillante, comme un samovar blanchi par la chaleur, nous a expliqué mon fils pharmacien. Je vous en prie. Alors, on est en plein drame. Donc, tous les lecteurs français qui ont lu Dostoïevski jusqu'à maintenant n'ont pas lu le véritable Dostoïevski. Mais dans un siècle, il y aura le même problème. On dira que la traduction d'aujourd'hui est remplie de je ne sais quoi qui est très typique de notre époque. Et encore une nouvelle traduction. Encore un nouveau Dostoïevski. Cher psychiatre, traducteur, commissaire. Même si vous traduisez ma peur, même si vous choisissez les mots avec vérité, je suis très sûr qu'un collègue à vous, dans un siècle, sera obligé de reprendre toute l'enquête pour une nouvelle traduction. Et je ne veux pas qu'on retraduise ma peur tous les siècles parce qu'elle est devenue démodée. Et il m'est apparu un autre problème. Il existe des dizaines d'écoles de psychiatrie. Freud, Jung, Bettelheim, et je ne connais que les plus connus. Si je tombe sur un freudien, je suis sûr qu'il ne me trouvera pas malade du même mot qu'un jungien. Cher psychiatre, traducteur, commissaire, même si vous êtes un bon psychiatre, vous n'êtes que le produit d'une école. Et je ne veux pas être malade d'autant de mots de maladie qu'il y a d'écoles. Et il m'est apparu un troisième et dernier problème. Il existe des commissaires plus ou moins compétents, des commissaires avec intuition et des commissaires sans intuition. Certains sont avec chance dans une enquête, d'autres sans chance. Vous devez comprendre que je n'ai pas besoin d'un idiot sans intuition et malchanceux. Il y a quelques jours, j'ai écrit « Seulement sur votre dos, j'arriverai sur le lieu du crime. » Mais maintenant, je crois que j'aurai besoin d'une armée de dos marchant pendant des siècles et des siècles avec plus ou moins d'intuition et de la chance pour que j'arrive à me retrouver. Je veux que vous m'excusiez. Je n'ai pas le droit de penser comme j'ai pensé hier. Je dois vous voir sans défaut. L'hypothèse de départ est que vous pouvez m'aider. Si je commence à vous perdre avec des multiplications et des extrapolations, je suis mort. Vous êtes un bon traducteur et je ne veux pas savoir ce que dira de vous un collègue dans un siècle. Vous êtes un bon psychiatre de je ne sais quelle école et je ne veux pas savoir laquelle. Et vous êtes un bon commissaire sans aucune façon de commentaire. Le problème vient de moi, pas de vous. Aujourd'hui, je ne veux rien écrire. L'écriture m'est très douloureuse, parce qu'avec l'écriture, j'ai commencé à être un peu sincère avec moi. Mais je dois quand même continuer à mentir à la maison. J'espère de tout cœur que je trouverai rapidement quelque chose. Hier, j'ai vu un film à la télévision. La première fois depuis je ne me rappelle pas combien d'années. Une adaptation américaine du Comte de Monte Cristo, doublée en français. Je ne sais pas si l'adaptation est exacte. En tout cas, une chose m'a fait rire avec les larmes. Sans savoir quel crime il a commis, Edmond Dantès est enfermé au château d'If. Il reste enfermé des années sans rien comprendre. Un beau jour, le condamné d'à côté, qui a creusé un tunnel dans la mauvaise direction, arrive dans le cachot de Dantès. Ils deviennent amis. Ensemble, ils cherchent à comprendre pourquoi Dantès a été condamné. Quel a bien pu être son crime? Dantès lui raconte sa vie. Le prisonnier est un abbé très instruit, spécialiste dans les problèmes de logique. Peu à peu, rien qu'avec des déductions et des extrapolations, il comprend qu'Edmond Dantès n'est pas coupable. Il comprend qu'il a été la victime d'une grosse machination. Il trouve même les noms des 4 hommes qui ont tout machiné. Il fait la lumière sur le monde sans être dans le monde, rien qu'en faisant marcher la tête. Pendant 10 minutes, je nous ai vus tous les deux, moi dans ma Peugeot du château d'If, et vous qui savez écouter et comprendre mes crimes. Malheureusement, ma vie n'est pas un roman français écrit il y a un siècle, adapté pour un film américain d'1h30 et doublé en français. J'ai compté. C'est mon 44e jour d'écriture. 5 jours par semaine, 2 jours d'interruption durant le week-end.
J'écris depuis plus de 2 mois. Après plus de 2 mois d'enquête, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucun moyen pour marcher dans mon enquête. Je meurs de douleur. Tout est si lent et difficile à bouger. Peut-être que je suis trop vieux pour ma volonté. Peut-être, et même si. Je n'ai fait que répéter ces 2 mots. Je ne sais que 1000 mots en français, mais ces 2 mots-là, j'aimerais me les effacer. Sans peut-être, et même si, peut-être que je marcherais mieux. J'ai encore écrit peut-être. Sans le savoir, je vous le jure, je suis fait comme ça. À 63 ans, je m'accorde 10 minutes de liberté par jour et je comprends enfin qui je suis. Une mémoire pleine de peut-être et même si. J'espère que vous ne me trouvez pas trop pessimiste. Jusqu'à maintenant, je n'ai écrit qu'en noir. Mais j'espère trouver un chemin. Ne stoppez pas la lecture, cher psychiatre, traducteur, commissaire. Restez avec moi. Même si vous n'existez pas encore, parce que je n'ai pas encore terminé mon enquête, et que je ne sais pas encore à qui s'adresse ce texte, restez avec moi. Encore une fois, j'ai écrit même si. Si j'écris encore une fois, peut-être, ou même si, je me coupe la main droite et je continue au dictaphone. Il me vient une autre blague du pays de ma naissance. Qu'est-ce qu'un pessimiste ? Un optimiste bien informé. J'ai ri tout seul 10 minutes, maintenant je pars. Ce matin, j'ai été au garage mettre les caoutchoucs d'hiver. L'opération a duré 1 heure. J'ai attendu dans un bistrot situé à 100 mètres. J'ai repris la voiture. Soudain, il m'est venu un sentiment. Mon nom est un cahier caché sous le siège du conducteur ? Peut-être que le garagiste a découvert le cahier. Peut-être qu'il a eu le temps, à la pause de midi, de lire 2 ou 3 pages. Peut-être qu'en ce moment, il forme le numéro de téléphone de la police et qu'il parle avec vous. Bonsoir, commissaire. J'ai un client qui vient chez moi depuis 30 ans. Un homme normal, avec une Peugeot normale. Mais sous son siège, il cache un cahier où est écrit ça. Je me soupçonne. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quand s'est passé ce qui s'est peut-être passé. Je ne sais pas si je suis acteur ou témoin d'un drame. Oui, il écrit ça. Peut-être qu'il vous a téléphoné ce matin déjà. Peut-être que vous m'attendez déjà chez moi, cher psychiatre, traducteur, commissaire, avec la volonté de me poser 2 ou 3 questions de routine sur ma vie sans moi. Peut-être que nous allons nous serrer la main dans 10 minutes. Vous n'étiez pas chez moi hier soir. Mais ça ne veut rien dire. Peut-être que vous avez déjà commencé l'enquête. Peut-être que vous faites déjà une énorme recherche dans vos dossiers de crimes non résolus. Peut-être que toute la journée d'aujourd'hui, vous l'avez consacrée à moi. Le garagiste vous a donné mon nom. Vous connaissez mon jour de naissance, inscrit quelque part dans un dossier administratif. Même si ça s'est passé dans le pays de ma naissance, vous trouverez facilement le jour où j'ai passé mon baccalauréat. Vous trouverez facilement le jour où mon père a été mis dans un trou. Vous trouverez l'année où j'ai fait du camping. Vous êtes déjà en train de comparer ces jours avec votre liste de crimes non résolus. Les choses marchent bien pour vous. Je me suis imaginé toute la journée mon nom écrit en noir et blanc sur un dossier de police. Un dossier qui prend corps de jour en jour, peut-être d'heure en heure. Vous vérifiez tous les détails, vous posez des milliers de questions. Vous allez partout où j'ai été. Vous perquisitionnez le monde, vous accumulez des preuves, vous suivez des pistes, vous les coupez avec d'autres pistes, vous trouvez des empreintes, vous trouvez des détails qu'un criminel n'imagine même pas qu'il a pu laisser derrière lui. Vous faites des théories, vous faites appel à des spécialistes, vous faites des expertises, vous faites des contre-expertises, vous faites des reconstitutions, vous faites des hypothèses, vous faites des déductions, vous faites des mondes de crimes. Peut-être que mon dossier a été déjà photocopié et envoyé à un collègue, qui ensuite l'a faxé à un autre collègue. Peut-être que mon nom est dans la tête de chaque policier. Peut-être que je suis dans l'ordinateur d'Interpol. Mon nom s'est peut-être transformé en des milliards de 1 et 0 qui courent au-dessus des frontières.
J'espère que votre enquête marche en avant. La mienne est au point mort, comme on dit dans les langues de voiture. Je fume une cigarette et je vous attends comme le Père Noël. Vous n'avez pas pu lire mon nom. Le garagiste n'a pas pu lire mon cahier. Mon cahier est dans ma voiture qui est fermée à clé. Et le garagiste ne m'a pas demandé la clé. Il change toujours les caoutchoucs de ma voiture sans entrer dans la voiture. Excusez-moi, je délire. Les pluies de... Vous savez le mot entre l'été et l'hiver. Les pluies de ce mot ont commencé. Je ne peux plus aller à 120 à l'heure. J'ai trop peur. Avec le verglas, je dispose de moins en moins de temps. Et quand la neige sera là, je stopperai mon enquête. Après presque un mois de mots, la météo me condamne au mutisme total. Je ne sais pas comment je le supporterai. Noël et Nouvel An viendront, des fêtes avec toute la famille. Nous nous regarderons dans les yeux. J'espère que je paraîtrai normal. C'est de ma faute. Pourquoi ai-je commencé la compression du temps au mois de septembre ? Le verglas m'oblige à aller à 60 à l'heure. Dans le pays de ma naissance, il existe une injure. La traduction en français dit quelque chose comme ça. Fous ta mère sur la glace. Moi, je fous les mots sur la glace et je suis obligé de me taire. Je me rappelle de ce que m'a dit mon père, quand nous avons été ensemble faire un bonhomme de neige pour la première fois. Nous étions au bord d'un terrain de football couvert de neige. Nous avons marché sur la neige avec beaucoup de bonheur. Soudain, j'ai fait un crachat dans la neige. Mon père m'a dit « Hé, fais attention, ne crache pas dans notre homme de neige !» La suite demain, maintenant je ne dispose que de 2 minutes de parole. Comme je ne comprenais pas comment on peut cracher dans une chose qui n'existe pas encore, mon père m'a dit « Bon, attends-moi ici. » Il est allé dans un coin du terrain de football et il a commencé à faire le bonhomme. Il a roulé une pelote de neige, beaucoup, et longtemps. La pelote ne laissait que l'herbe verte après son passage. Elle mangeait toute la neige. La suite demain. Mon père a passé à côté de moi. La pelote a mangé mon crachat sans aucune discussion. Quand mon père a fini, j'ai touché doucement l'homme de neige. En lui, caché en profondeur, il y avait mon crachat. Il y avait aussi tous nos pas de bonheur, les miens et ceux de mon père. Le mal et le bien étaient à l'intérieur, quelque part. Il m'est apparu une solution. Je sais comment finir mon enquête sans vous. Si le problème vient des moments où je suis sans moi, si l'ennemi est la mémoire, je dois essayer de marcher jusque là-bas. Je dois me saouler et essayer de rester le plus longtemps possible avec moi. C'est-à-dire ne pas perdre conscience. Je veux m'escroquer. Me faire croire à moi-même que je suis saoul comme un bois et me poser des questions. Peut-être que je me dirai enfin ce que veut dire Dichio. Le côté faible est que les détails pratiques ne sont pas faciles à résoudre. Une bouteille de vin, je la trouve sans problème. Dans la station d'essence où je me stoppe chaque 2 semaines, elles sont avec dizaines. Mais comment me saouler et revenir à l'état normal en 10 minutes ? Je ne veux pas conduire avec de l'alcool dans le sang, j'ai peur. Je ne veux pas que ma femme me voie saoul à la maison. Elle poserait des questions. J'ai menti comme à l'école. Ma femme me croit au bureau et mon collègue me croit à la maison. Ce matin, après 1 heure de travail, j'ai dit à mon collègue que je ne me sentais pas bien, que j'ai quelque chose avec l'estomac et que je préfère aller à la maison. « Tu as meilleur temps », il m'a répondu. Et j'ai dit au revoir. Je suis allé à la station d'essence et j'ai acheté 4 bouteilles avec un verre de plastique. Maintenant, je suis stoppé à l'endroit où je stoppe. Meilleur temps. Il ne pouvait pas trouver de mots français plus corrects. Je dispose d'1 jour pour marcher dans mon temps perdu et revenir. 10 heures du matin. J'ai bu 2 verres pleins. Les illusions classiques sont apparues.
Je me suis senti capable de courir comme un athlète, de dire ce que je pense au visage des gens de qui je me cache. Je me suis vu capable d'aller à la maison en 5 minutes et de sortir toute ma terreur devant le visage de ma femme. Mais je sais qu'il faut que je ne fasse rien. J'espère que je le saurai encore après 2 bouteilles. J'espère que je ne ferai pas des bêtises avec moi. 10h30. Encore 2 verres. La tête se multiplie. Les souvenirs que nos parents nous mettent dans la tête, le chaudron de sentiments, les vieux projets de jeunesse, la jalousie entre bébés, la langue des voitures, mon père dans un trou, l'image de Dichio sous ma semelle, Edmond Dantès au château d'If. Mes yeux reflètent une âme que je ne connais pas, les jours de honte avalés, le brouillard au front, la peur, le mensonge. Ils sont tous venus faire leur danse autour de la Peugeot. Je les vois tous. Tout paraît réel. Mais si je me rends compte que tout paraît réel, ça veut dire que je n'ai pas encore perdu conscience. Je suis encore de mon côté. 11h. 2e bouteille. Je ris comme un fou. Bordeaux. Un vin français pour tuer ma conscience d'étranger. Je ne l'ai même pas fait exprès. 11h15. J'ai pleuré. J'ai regardé mes yeux dans le rétroviseur. Je ne suis pas encore de l'autre côté de moi. Encore des verres. 11h25. Tout devient clair d'un coup. Je dois oublier les langues normales, si je veux arriver jusqu'à Dichio. Ma langue de naissance et la langue française doivent sortir de ma tête, parce que Dichio est une langue entière, avec des noms, des verbes, des adjectifs, des règles de grammaire et une phonétique. Dichio est la langue de mes crimes, une langue condensée au maximum. La voiture dispose de 3 mots pour aller dans le monde, l'ordinateur seulement de 2, et mes crimes, un seul mot, Dichio. J'ai la tête claire comme si je n'avais rien bu. C'est comme une illumination. Je veux réussir à penser en Dichio, puis revenir à moi et traduire en français tout ce que j'aurais vu et entendu. 12h10. Je commence la 3e bouteille. Si je suis encore capable d'écrire en français, ça veut dire que je suis encore loin de Dichio. J'ai bu des verres. J'ai regardé mes yeux, je ne suis pas encore de l'autre côté. Encore un verre. Si j'écris encore un vers, ça veut dire que je n'ai pas encore perdu le français. Je veux être saoul au point d'être incapable d'écrire un seul mot. Encore un vers. J'ai encore écrit encore un vers. Encore un vers. J'ai encore écrit encore un vers. Je me suis réveillé il y a 1 minute. Il est 16h15. Je suis sans moi depuis environ 4 heures. J'ai tout oublié. Encore une fois, je me réveille avec le mot Dichio, sans me rappeler de rien. Je peux seulement relire ma tentative pour être moi. Je ne peux pas dire que l'expérience n'a pas réussi, il s'est passé exactement ce que j'avais prévu. Quand je suis sans moi, je pense dans la langue Dichio. Preuve est faite. Parce que personne n'est venu m'écrire le mot Dichio dans ma Peugeot. Le problème, c'est que j'espérais ne pas oublier le sens de ce langage après mon réveil, mais je l'ai oublié. Je vois seulement le mot Dichio écrit avec une écriture très éloignée de la mienne, parce que quand j'ai écrit ça, j'étais saoul comme un bois, et ma main était comme si elle n'était plus la mienne. Je vois seulement Dichio au milieu d'une feuille vide, comme une île avec des rivages sur lesquels ma conscience ne peut accoster. Une île que je ne peux pas explorer, une île indicible. Qui sait combien de secrets sont au fond de ce mot? Ma confession, mes aveux signés, mes mémoires, un livre entier que j'ai écrit pour moi, mais un livre qui devient des pages blanches après mon réveil. Je ne peux pas traduire ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Bon, je dors encore 1 heure. Après, je rentre à la maison avec la tête pleine d'une saloperie de vin français. Je ne peux rien faire avec moi. Plus que jamais, j'ai besoin de vous. On annonce la neige pour demain. L'île de Milmo sera prise dans les grandes glaces. Je suis comme enragé. Nous sommes le 23 décembre. Je me tais depuis 1 mois. La soupe n'a jamais bouilli comme ça en moi. Demain, Noël. Je dois être normal. Je ne sais pas quelle sorte de criminel je suis, mais je ne veux pas que ma famille me soupçonne d'être un criminel justement le jour de Noël. Bon voilà. La minute de parole que j'ai arrachée à l'hiver s'est terminée.
Peut-être nous reverrons-nous au printemps. J'ai encore écrit peut-être. Fin de la première année. Alors normalement, il y avait une pause musicale pour dire ce qu'il écoutait pendant l'hiver. La pause musicale est là. Puis après, il y avait toute la deuxième partie. Puis après, il y avait encore une chose stupéfiante, mais Micheline Calmiret est passée par là.